Tu connais ce moment où tu te réveilles le matin et tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu sais pas quoi. Il n'y a pas de douleur précise, il n'y a pas un problème spécifiquement identifié, juste une espèce de poids. Tu ouvres les yeux et c'est déjà là. Peut-être que c'est une fatigue qui ne part jamais vraiment, peut-être que c'est une sensation diffuse que tu n'es jamais tout à fait à ta place, ou peut-être que c'est juste ce bruit permanent dans ta tête qui te dit que tu devrais faire plus, être plus, comprendre plus, faire mieux, etc. Et pourtant, bon sang de bonsoir, tu l'as fait le travail, non? Tu as lu les bons livres, tu as fait les bonnes thérapies, tu as suivi les bons séminaires, tu sais exactement quoi et comment faire. Tu sais ce qu'il faudrait faire, comment le mettre en place, tu sais tout ça. Alors pourquoi ça tourne toujours autour des mêmes angoisses? Pourquoi tu te sens encore séparé de toi, des autres, du vivant? Eh bien aujourd'hui, je te propose qu'on réponde ensemble à cette question. Qu'on parle de ce cauchemar silencieux qui tourne en boucle. Et surtout, des 4 mécanismes précis qui l'alimentent en continu comme une perfusion branchée 24 heures sur 24 sur ton système nerveux. C'est ce que personnellement j'ai appelé les 4 erreurs existentielles qui alimentent ton cauchemar. Alors, petit disclaimer, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des fautes que tu as commises, ce ne sont pas des défauts de caractère, donc rien ne sert ici de culpabiliser ou de te flageller. Il s'agit simplement d'angles morts de ta conscience, des distorsions dans ta façon de percevoir les autres, de percevoir la vie. Et dès que tu commences à les voir, et c'est ce que je compte bien t'offrir aujourd'hui, le cauchemar perd déjà un peu de sa consistance. Donc, si tu es prêt pour ça, installe-toi, parce qu'on va prendre le temps, on va aller lentement, et on va toucher ensemble quelque chose de très profond. On va partir d'une image simple. Imagine que, profondément, ta nature soit unité. Unité avec le vivant, avec les autres, avec ce que tu appelles Dieu, la source, la vie, l'univers, la nature, peu importe le nom. Et qu'à un moment, quelque chose se soit mis à croire « je suis seul, je dois me débrouiller, je dois tout gérer ». Et bien ce basculement-là, c'est le début du cauchemar. Et rassure-toi là-dessus, nous le vivons absolument toutes et tous. C'est le moment où le moi se prend pour le centre de tout, pour l'origine de tout, pour la petite déesse auto-entrepreneuse de son existence. Et à partir de là, 4 mécanismes se mettent en place, très logiques, très humains aussi, et surtout très épuisants. Et donc, je vais te les traduire façon dojo. Le premier, c'est « je veux être à l'origine de moi-même ». La deuxième, c'est « je laisse mon système de défense gouverner ma vie ». La troisième, je confie mon sentiment d'exister au regard des autres. Et la quatrième, je nie l'altérité d'autrui en essayant de le contrôler. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on les déroule une par une. Et surtout, on va les ramener dans le concret, donc dans tes relations, ton dev perso, ton business, ton quotidien. Premier mécanisme donc, la première erreur existentielle, c'est celle-là, je dois me faire moi-même. C'est l'apologie, la glorification, l'idolâtrie du self-made woman. C'est l'un des plus grands mensonges que notre culture nous a vendu, et c'est un mensonge qu'on adore parce qu'il flatte l'illusion de contrôle. Si ma vie ne ressemble pas à ce que je veux, c'est que je n'ai pas assez travaillé sur moi. En gros, ça se pose là. Dans le langage du dev perso, ça donne « deviens », je te laisse compléter, exactement la meilleure version de toi-même. Travaille ton mindset, crée-toi une nouvelle identité, upgrade-toi, élève ta vibration. Et sur le papier, ça sonne ultra motivant. Mais dans les faits, ça te met dans un rôle absolument impossible, celui de te créer toi-même. Et le problème, c'est que tu n'es pas, et tu n'as jamais été, l'origine de toi. C'est la vie qui l'est.
Que tu appelles ça Dieu, la source, le vivant, le mystère, la nature, qu'importe, il y a quelque chose qui t'a mis au monde avant même que tu arrives avec tes projets, tes listes d'objectifs et tes to-do de transformation. Faisons une liste non exhaustive. Tu n'as pas choisi ton sexe, ton corps, ton visage, ta sensibilité, ton système nerveux, ton tempérament, ton époque, ton pays de naissance, les compétences qui émergeraient spontanément chez toi, les traumas qui traverseraient ta lignée, le cœur qui battrait dans ta poitrine, le souffle qui te traverse chaque seconde sans te demander ton avis. Tu n'es pas à l'origine de ta respiration. Tu n'es pas à l'origine de ton battement de cœur. Tu n'es pas à l'origine de ton intelligence. Tu n'es même pas l'origine de ton envie d'aimer. La vie t'arrive, elle te traverse, elle te fait. Elle ne te demande jamais ton autorisation pour ça. Tu es donc la conséquence d'une force qui te dépasse. Tu n'es pas la source, tu es l'expression. Et pourtant, le moi veut absolument être l'origine de tout. Mais pourquoi, me diras-tu? Pourquoi ce désir impossible nous colle à la peau au point de devenir un impératif existentiel? Selon mes réflexions du jour, on peut y trouver deux origines. Une d'ordre plutôt mythologique et l'autre développemental. Commençons par l'origine mythologique. Et pour cela, nous devons remonter jusqu'à l'aube de l'humanité, puisque ce désir est inscrit dans notre inconscient collectif depuis les récits fondateurs de l'humanité, et il apparaît pour la première fois sous une forme parfaitement symbolique, le serpent de la Genèse. Ce serpent symbolise la ruse du mental, le doute qui se glisse dans la conscience. Il murmure à la part féminine de l'humain, à Ève, donc cette dimension réceptive, intuitive, ouverte de notre être. Si vous mangez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le piège était magistral, absolument parfait. Faire croire à un être qui ne manque de rien, qu'il lui manque quelque chose pour être complet. Insuffler l'idée du manque dans un être encore immergé dans la plénitude. Faire naître la pensée que je dois devenir autre chose que ce que je suis. Planter la graine du projet. Et surtout, faire désirer à l'humain ce qui ne lui appartient pas. Son origine. Parce que l'humain est déjà semblable à Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est image, pas source. Il reçoit son être. Il ne se le donne pas. Et c'est précisément ça, la fracture originelle. L'humain ne manque de rien de tangible, ni d'amour, ni de savoir, ni de puissance. Il manque d'être à l'origine de lui-même. Ce n'est donc pas un vide psychologique, c'est une condition ontologique, une privation intime, ineffable, celle de ne pas être à la source de ce que l'on est. Depuis ce moment symbolique, le mental humain n'a cessé de rejouer la même ruse. Tu n'es pas assez. Deviens, construis-toi, améliore-toi, atteins, projette, rêve, grandis, ose et deviens grandiose. Et c'est là que tout se noue. Ce désir mythique d'être l'origine devient, chez l'enfant, une blessure vécue. Puisque, deuxième origine donc, dans notre vie à nous, ce moi qui se veut origine naît au moment où l'enfant perd la pure conscience d'être. Lorsque, autour de 2 ans, il chute dans la nécessité de se construire sous le regard des autres. À partir du moment où il découvre qu'il dépend radicalement de l'autre pour survivre, il se met à croire, si je veux être en sécurité, je dois être celui ou celle qu'on veut que je sois. C'est là, à ce moment précis, que naît le moi. Et avec lui, la tentation d'être l'origine, c'est-à-dire de contrôler, pour ne plus dépendre, pour ne plus être vulnérable, pour ne plus risquer de disparaître.
c'est un fantasme métaphysique. Si je suis l'origine, alors je ne peux plus être blessé, abandonné, rejeté, humilié, détruit, etc. Donc le moi survie, que nous avons tous et tous encore une fois, n'est rien d'autre qu'un dispositif de survie. Mais à aucun moment, ce n'est une identité. Donc en gros, vouloir se fabriquer soi-même, c'est rejouer ce vieux réflexe. Quand tu te mets en mode « je dois me construire, je dois devenir quelqu'un, je dois me réparer, je dois être plus, je sais pas, aligné, illuminé, éveillé, je dois m'améliorer, je dois être plus inséré ici n'importe quelle exigence spirituelle ou psychologique », tu redeviens cet enfant de 2 ans terrorisé à l'idée de ne pas être désiré. Tu rejoues cette scène où ta survie dépendait de ta capacité à être comme il faut. C'est ça, la première erreur existentielle. Confondre l'être avec le projet. Croire qu'on doit s'inventer au lieu de se révéler. Parce que quand tu crois que tu es l'origine, tu portes tout, tu te charges de tout, tu deviens chef de chantier de ta propre existence. Tu te mets une pression absolument surhumaine, inhumaine même, j'ai envie de dire. Tout comprendre, tout maîtriser, tout réparer, tout optimiser, tout anticiper, tout vibrer. Et la liste est encore longue. Tu sens à quel point c'est pesant, à quel point c'est envahissant, à quel point c'est juste invivable. Tu deviens simultanément l'architecte, l'ouvrière, la comptable, la prof de yoga, la psy, la mère, l'enfant, la conjointe, la police intérieure, la juge. Wouah! Évidemment que tu t'épuises. Comment pourrait-il en être autrement? Dieu merci, puisqu'on en parle. Dieu créa la femme qui te propose le slow coaching, pratique dans laquelle on inverse cette perspective. Tu n'as pas à te fabriquer, tu as à laisser apparaître. Comme on souffle sur une vitre pour révéler une empreinte, comme on retire les couches d'un oignon pour revenir au cœur, comme on laisse tomber l'image pour retrouver le vivant. Ce n'est pas toi qui te crée, c'est toi qui te laisse être. Et cette distinction change tout. Est-ce que tu sens, rien que de le dire déjà, à quel point c'est apaisant? Parce que dès que tu cesses de te prendre pour l'origine, inévitablement quelque chose en toi se relâche, quelque chose s'ouvre, quelque chose redevient excessivement simple. Tu redeviens disponible pour toi-même. Tu redeviens un espace, pas un projet. Que se passe-t-il une fois que la fracture a lieu et que le moi est en place? Eh bien, il advient notre deuxième erreur, puisque notre deuxième erreur a tout ce qu'il lui faut pour prendre insidieusement place dans le quotidien. Si tu te prends, consciemment ou non, pour l'origine de toi-même, il y a un mécanisme qui se met en place automatiquement. Tu dois aussi devenir celui ou celle qui se protège, celui ou celle qui anticipe, celui ou celle qui contrôle, celui ou celle qui tient debout coûte que coûte. Parce que si tu crois être l'origine, alors la responsabilité de survivre repose entièrement sur toi. Et pour un petit être de 2 ans, c'est juste insupportable. Et c'est à ce moment-là que naît ton système de défense, ce qu'on appelle le moi, l'ombre pour d'autres. Ce système-là n'est pas une identité, ni un caractère, ni une personnalité profonde. C'est une mécanique héritée d'un cerveau en plein développement, un logiciel de survie programmé pour une seule et unique fonction, t'empêcher de ressentir ce qui, à l'époque, aurait été trop douloureux pour être traversé. Concrètement, il se met entre toi et ton corps, entre toi et ton ressenti, entre toi et la vérité de ce que tu vis.
Parce que c'était vital. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça devient une prison. Quand ton système de défense, donc ton moi, gouverne, tu n'agis plus depuis ton être. Tu réagis depuis ta peur. Tu ne vis plus depuis ton axe, tu vis depuis le réflexe. Tu n'es plus une femme ou un homme libre, tu es une mécanique conditionnée. Tu prends les choses personnellement, tu suranalyses, tu anticipes, tu minimises tes émotions ou tu les évites carrément, tu contrôles, tu deviens performante, adaptée, polie, stratégique, rationnelle, tout ce qu'il faut pour réduire au maximum le risque d'être blessé. Ton corps parle, paf, la mécanique coupe. Ton intuition se manifeste, paf, la mécanique rationalise. Ton émotion monte, la mécanique étouffe. Ton désir s'exprime, la mécanique le juge ou le redirige. Et tout ça sans que tu t'en rendes compte. Et c'est là que réside la deuxième erreur existentielle, la confusion entre me protéger et me définir. À force de laisser la mécanique faire son boulot, tu finis par croire que c'est toi. Tu t'identifies à tes réflexes. Tu penses que ton surcontrôle, ta sévérité intérieure, ta difficulté à sentir, ton besoin que tout soit clair ou logique, c'est ton caractère. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste une stratégie. Et tu commences à le comprendre, je pense, cette stratégie a un coût immense. Elle t'éloigne de ce que tu ressens. Or, sentir, c'est accéder à ta vérité. Sentir, c'est revenir dans ton axe. Sentir, c'est être vivant. C'est redevenir, du coup, dans ce cas-là, vivante. Mais pour la mécanique, pour ton système de défense, pour ton moi, sentir égale danger. Alors elle bloque, elle coupe, elle resserre, elle accélère, elle intellectualise, elle met du bruit là où il faudrait du silence. Entends-moi bien ici, ce système de défense dont on parle n'a rien d'un ennemi. Il a voulu et veut toujours ton bien. Il le croit à chaque fois qu'il se manifeste. Il est convaincu de te protéger. Mais il n'a qu'un seul mode de fonctionnement, la fermeture. Fermer le cœur, fermer le ventre, fermer la gorge, fermer la sensation, fermer la vérité. Et tant qu'il domine, tu n'as pas accès à toi. Tu n'as pas accès à ton être, tu n'as pas accès à ton axe, tu n'as pas accès à la simplicité, à ta simplicité. Et le slow coaching que je te propose ne cherche pas à casser ce système de défense. Il t'apprend à le voir. Parce que dès que tu le vois, déjà tu n'es plus à l'intérieur, puisque tu es en capacité de l'observer. Donc tu redeviens l'espace qui observe, pas la mécanique qui réagit. Tu récupères un accès à ce qui est vivant en toi. Et cette compréhension prépare naturellement ce qui vient ensuite, parce que pour comprendre pourquoi cette mécanique s'est mise à prendre autant de place et pourquoi elle t'éloigne autant de toi, il faut revenir à l'endroit exact où elle est née, au moment où tu as découvert le regard de l'autre, où ton sentiment d'exister s'est déplacé hors de toi et où tu as commencé à devenir l'objet que tu pensais devoir être. C'est là que commence la troisième erreur existentielle, à savoir donc chercher son sentiment d'exister dans le regard des autres. Je pense que tu n'es pas sans savoir que dans l'immense univers du dev perso, on parle beaucoup, souvent, de se détacher du regard des autres, comme si c'était un petit hobby du dimanche. Mais pour comprendre à quel point cette erreur existentielle nous enferme dans un cauchemar, il faut revenir donc très en arrière, très en arrière, avant 2 ans. Donc, avant 2 ans, l'enfant vient au monde. Avant 2 ans, un enfant ne connaît pas le concept de regard. En tout cas, pas dans le sens psychique, pas dans le sens qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et c'est pour ça que, par exemple, les petits-enfants peuvent se balader tout nus dans le salon, le ventre rond, le nez qui coule,
sans la moindre gêne, parce qu'ils n'ont pas encore cette conscience-là. Ils n'ont pas encore ce miroir. Ils sont au monde, pas du monde. Ils sont pur vivants, pur élan, pure unité. Ils existent parce qu'ils existent. Point. Et puis, autour de 18-24 mois, quelque chose bascule. L'enfant prend conscience du regard de l'autre, notamment celui des figures d'attachement. Et avec cette bascule, 3 émotions entrent dans sa vie pour la première fois et ne sont pas prêtes d'en sortir. La honte, la culpabilité et la nécessité soudaine de bien faire. Pourquoi ? Parce qu'il découvre une vérité absolument terrifiante, sa vie dépend du désir qu'un autre a de lui. Donc, si avant 2 ans, l'enfant vient au monde, après 2 ans, l'enfant vient du monde. C'est-à-dire qu'à partir de là, il n'est plus seulement être, il devient objet sous le regard. Et pour rester aimé, nourri, protégé, il va devoir très littéralement se fabriquer, se modeler, se conformer. Et c'est là que naît son premier moi. Pas son être, pas sa vérité profonde, non, son personnage de survie, son système de défense. Donc finalement, ce que j'appelle moi, ce que tu appelles moi, ce que nous appelons moi, n'est pas qui nous sommes. Et nous passons pourtant notre vie à tout faire pour exister à travers lui. Le moi, donc, c'est une construction, une série de réponses intelligentes à une question primitive. Qu'est-ce que je dois devenir pour qu'on continue de me vouloir vivant ? Il se construit comme on le voit, comme on le veut. Et puisque les adultes qui le regardent ne sont pas des êtres présents, libérés, reliés, mais des êtres humains blessés, saturés, conditionnés, alors ce que l'enfant intériorise, c'est leurs attentes, leurs projections, leurs peurs, leurs zones d'ombre, leurs rêves avortés, leurs blessures non digérées. Donc en gros, son moi n'est jamais né de lui. Il est né d'eux. Et c'est pour ça que je te dis souvent que le retour à soi n'a rien d'un caprice, c'est une révolution intérieure. Nous avons été engendrés par le monde, pas par notre propre nature. Notre moi est donc un système de défense, pas une identité. Donc, tout ce que tu appelles aujourd'hui ton caractère, ton style relationnel, ton humour, ton je suis comme ça, ton c'est ma nature, tes réactions automatiques, tes peurs, tes façons d'aimer, tes façons de fuir, tes façons de te montrer ou de te cacher, tout ça n'est pas toi. C'est ton système de défense. Un système hyper sophistiqué, hyper cohérent, construit pour te maintenir en vie dans un environnement où ton existence dépendait de l'autre. Un système qui s'est constitué autour de cette sensation d'absolue vulnérabilité. Sans eux, je meurs. Et tu vois où ça nous mène ? Aujourd'hui encore, adulte, tu continues à chercher ton sentiment d'exister dans le regard des autres, exactement comme à 2 ans. Seulement, maintenant, le regard de l'autre a muté. C'est tes collègues, tes amis, ton audience, tes clients, tes crushs, les gens sur Instagram et même les inconnus qui scannent ton profil en silence. Toujours cette vieille question, recyclée 1000 fois, est-ce que je suis comme il faut pour être aimé ? Et le piège, c'est croire que ce regard définit qui tu es. Quand tu cherches ton sentiment d'exister dans ce que les autres voient, tu ne te regardes pas depuis l'intérieur. Tu te regardes à travers un miroir déformant, un miroir vieux de, je ne sais pas quel est ton âge, 30 ans, hérité de tes 2 ans. Et là, l'erreur existentielle numéro 3 s'installe. Tu crois que ton moi est toi. Et tu crois que tu dois le maintenir pour survivre. Alors tu t'adaptes,
tu performes, tu arrondis, tu ajustes, tu deviens celle qu'on veut, ou celui qu'on attend, ou celle qui dérange mais juste comme il faut, ou celle qui ne fait pas trop de bruit. Et à travers toutes ces adaptations, tu te perds, tu t'effaces, tu te minimises, tu te rétrécis pour être digeste. Et pendant ce temps, tu ne te vois plus. Tu n'es plus en relation avec ton être. Tu es en relation avec ton image. Tu n'es plus en lien avec l'autre non plus, d'ailleurs. Tu es en lien avec ton fantasme du regard qu'il pose sur toi. Tu te construis comme un objet exactement comme à 2 ans. Car telle est la définition du moi, l'objet que j'imagine que voient les autres. Donc pas étonnant que ça fasse mal. Pas étonnant que tu te sentes transparente ou mal aimée ou jamais assez ou que sais-je. Tu te vis encore comme cet enfant qui dépend du désir d'un autre pour survivre. La vocation, entre autres, du slow coaching, c'est de retourner tout ça. Le slow coaching, tel que je te le propose, c'est un chemin pour réapprendre à exister depuis l'intérieur, depuis le silence, depuis le souffle, depuis cette partie de toi qui existe avant d'être vue. La pratique ne consiste jamais à te fabriquer une meilleure version, mais à dissoudre la version qui n'a jamais été toi. Encore une fois, entendons-nous ici, le moi que tu as construit pour te protéger et pour survivre dans le monde qui est le tien n'est pas ton ennemi. C'est juste un enfant qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a fait pour ne pas mourir. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux te regarder autrement, depuis un espace où ta valeur ne dépend plus d'être choisie, désirée ou validée. Tu peux redevenir au monde, comme avant tes 2 ans. Sauf que cette fois, tu y entres en conscience. Et tu sais, tant qu'on vit depuis notre moi, on ne rencontre jamais vraiment les autres. On a commencé à l'évoquer subtilement dans la partie précédente. On croit être en relation, on croit aimer, on croit discuter, on croit se comprendre, mais en réalité, ce sont 2 systèmes de défense qui se parlent, 2 personnages, 2 versions contractées de soi, 2 miroirs déformants qui se renvoient leurs projections. Et c'est donc ça, la 4e erreur existentielle, réduire l'autre à ce qu'on imagine de lui. Le voir non pas tel qu'il est, mais tel que notre système de défense a besoin qu'il soit. C'est une manière très subtile de nier son altérité, de lui enlever son mystère, de le priver de sa profondeur. Donc évidemment, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas malveillant non plus, c'est automatique. À partir du moment où ton identité s'est construite à 2 ans dans le regard de l'autre, tu as appris à interpréter au lieu de percevoir, à anticiper au lieu d'accueillir, à devenir au lieu d'écouter. Alors forcément, avec le temps, l'autre cesse d'être un être vivant et il devient un écran, un prisme, un support pour tes peurs, tes attentes, tes blessures, tes croyances. Ce que tu vois de lui, donc, n'est jamais lui, très rarement. C'est l'effet que tu crois avoir sur lui. C'est ton histoire que tu regardes, pas la sienne. Et lui fait exactement la même chose envers toi. Résultat, 2 êtres humains, 2 êtres vivants, 2 consciences immenses, 2 mystères magnifiques, rassemblés dans une pièce qui passent leur temps à interagir à travers des filtres, des blessures, des projections, des suppositions. Personne ne se voit vraiment. Finalement, d'un point de vue relationnel, on ne vit que par moi interposés. Des moi qui tentent de se protéger, de se rassurer, de plaire, de paraître juste, d'éviter le rejet, d'obtenir une place, de garder la paix. Et comme chacun parle depuis son système de défense, personne n'est vraiment là. Personne n'est vraiment présent. Quand tu t'adresses à quelqu'un depuis ton moi,
donc depuis ton système de défense, l'autre devient un décor dans ton paysage intérieur. Tu crois lire dans son regard, mais en réalité, tu y lis seulement ta propre angoisse d'être validé ou rejeté. Tu crois comprendre ses intentions, mais tu n'entends que les échos de tes propres blessures. Tu crois réagir à lui, mais en réalité, tu réagis à l'image qu'il réveille en toi. Tout est filtré, tout est interprété, rien n'est direct. Et c'est là que s'installe le contrôle. Mais pas le contrôle autoritaire et grossier, mais le contrôle subtil, celui qu'on exerce sans même s'en rendre compte. Par exemple, faire attention à chaque mot, surveiller l'effet qu'on produit, gérer ce qu'on montre, arrondir, ajuster, anticiper, désamorcer, rassurer, moduler, etc., etc. Non pas dans le but de manipuler, mais simplement pour être aimé. Ou plus précisément, pour ne pas risquer de ne plus l'être. On croit aimer l'autre, mais on aime l'image de lui qui ne nous fait pas peur. On croit comprendre l'autre, mais on comprend seulement ce qu'on peut supporter. Et en faisant ça, on nie sa vérité. On le réduit à une perception, à une histoire auto-créée. On le prive finalement de sa liberté d'être. On l'enferme dans la forme que notre système de défense a décidé pour lui. Et encore une fois, lui ou elle fait exactement la même chose à notre égard. C'est ça, nier l'altérité. Ne pas laisser l'autre être un monde entier, lui coller un sens, une intention, une lecture, une couleur, et croire qu'on a raison. On dit souvent que les autres ne nous voient pas. C'est donc vrai. Mais c'est vrai dans les deux sens, parce qu'on ne les voit pas non plus. Et pourtant, malgré ce chaos, malgré ces mécanismes, il existe une autre manière d'entrer en relation depuis l'être. Et plus depuis le moi, depuis le silence intérieur, pas depuis la contraction, depuis l'espace qui observe, pas depuis la mécanique qui réagit. Quand tu n'as plus besoin de gérer ton image, quelque chose en toi s'apaise, se dépose, s'ouvre. Et quand tu t'ouvres, l'autre apparaît. Pas l'autre que tu crains, pas l'autre que tu fantasmes, mais l'autre réel, vivant, singulier, étranger, libre. C'est ça l'altérité, la rencontre de deux mondes qui ne cherchent plus à se contrôler pour survivre, deux êtres qui se rencontrent sans se réduire, deux présences qui s'écoutent, deux vivants qui se reconnaissent. Et c'est depuis cet espace-là que le slow coaching invite à vivre un espace où l'autre cesse d'être uniquement un miroir et redevient un mystère. Un espace où tu n'as plus besoin de deviner, de plaire, de performer. En bref, un espace où tu peux rester chez toi tout en laissant l'autre rester chez lui. Un espace où la rencontre devient possible. Si tu regardes ces 4 erreurs, tu vas sentir un fil commun. Quand je me prends pour l'origine, je ne vois plus la source. Quand mon système de défense pilote, je ne vois plus mon ressenti. Quand je dépends du regard des autres, je ne vois plus ma propre conscience d'être. Quand je contrôle l'autre, je ne vois plus son être unique. Dans les 4 cas, il y a une perte de vision. Je ne vois plus la réalité, ni de moi, ni de l'autre, ni du vivant. Le fil rouge, c'est que voir, c'est aimer. Si j'aime un être, c'est que je le vois. Et l'être que je n'aime pas, je ne le vois pas. Si je veux traduire ça en mode slow coaching, plus je reviens à une vision juste, plus l'amour circule.
Et à nouveau, je ne parle pas de l'amour sirop, tout collant, tout mielleux, tout sucré, pas le je t'envoie de la lumière et des paillettes, mais l'amour comme émerveillement devant l'unique, comme reconnaissance du mystère, du merveilleux, de l'unique que l'autre est véritablement. Quand je te vois dans ce que tu es, pas dans ce que tu devrais être, mon cœur se détend. Il arrête de vouloir te corriger. Il se contente, donc, de reconnaître tu es toi, je suis moi, et il y a quelque chose d'un qui nous traverse. Ça, c'est la non-dualité incarnée. Ce n'est pas une idée abstraite qui fait bien sur Instagram, c'est une qualité de regard. Donc, comment commencer à sortir du cauchemar sans te rajouter une to-do list spirituelle, éventuellement, ce serait bien. On pourrait finir cet épisode en mode voilà les 4 erreurs, maintenant tu n'as plus qu'à les corriger une par une et tu seras enfin une bonne ou un bon élève de la vie. Mais ce serait refaire la première erreur, reprendre le contrôle, se remettre en projet. Et donc, j'ai envie de te proposer autre chose, beaucoup plus simple, beaucoup plus slow touch. La prochaine fois que tu sens que tu es en train de vivre un mini cauchemar, donc une dispute, une montée d'angoisse, une compulsion, un moment de comparaison violente, prends juste un temps de dojo avec toi. Et dans cet instant de dojo, tu peux te poser ces 4 questions. Je te laisse attraper un crayon et une feuille pour pouvoir les noter. Première question, est-ce que là, je suis en train de vouloir être l'origine de tout contrôler, tout comprendre, tout décider? Deuxième question, est-ce que là, c'est mon système de défense qui conduit ou mon être? Est-ce que je suis en train de fuir un ressenti, une peur, une tristesse? Je te laisse bien sûr répondre. Troisième question, est-ce que là, je cherche à exister dans le regard de quelqu'un? Est-ce que je me regarde à travers ses yeux imaginaires au lieu de me sentir directement? Et enfin, quatrième et dernière question, est-ce que là, j'essaie de contrôler ou corriger l'autre? Est-ce que je lui laisse le droit d'être autre ou je veux le ramener à ce qui m'arrange? L'idée ici, c'est pas de répondre parfaitement, il n'y a pas de bonne réponse à ces questions, il n'y a que tes réponses. C'est juste de ramener de la conscience là où d'habitude le pilote automatique fait sa petite cuisine dans ton dos. Rien que ça, c'est déjà de la dépolarisation. Tu n'es plus complètement fusionné avec le moi qui panique, tu commences à voir. Et donc, à aimer différemment. Toi et l'autre. Donc pour finir, si je devais résumer tout ça en une phrase que tu pourrais retenir, je te dirais, tu n'as pas à te fabriquer, tu as à laisser tomber ce qui t'empêche de te voir. Les 4 erreurs existentielles dont on a parlé, ce sont des brouillages, des distorsions dans la façon dont tu te perçois, dont tu perçois l'autre et dont tu perçois la vie. Le slow coaching, pour moi, c'est juste l'art de revenir au point de départ. Donc un espace en toi qui ne cherche pas à se faire exister, qui ne se justifie pas, qui ne se vend pas, qui ne se compare pas, mais qui est calmement, silencieusement. Et à partir de là, tout le reste peut commencer à se réorganiser. Le système de défense peut se détendre, le regard des autres perd un peu de son pouvoir, l'autre redevient un mystère à honorer plutôt qu'un projet à gérer. Évidemment, même si tu faisais tout ça à la perfection, tu restes humaine, tu restes humain, tu restes imparfaite, imparfait, tu restes traversé de peur et de vieux réflexes. Mais tu sais où est le dojo. Tu sais où revenir quand le cauchemar recommence. Et ça déjà,
ça change tout.